Bonjour. Voilà, je vais faire d'abord quelques annonces. Après ce cours, il restera encore 2 autres cours qui nous mèneront jusqu'à la fin du mois de mars. Et puis, comme je vous ai dit, donc mes derniers cours, je les ferai à l'Université de Pékin au mois de mai. Donc, vous êtes évidemment les bienvenus. Le séminaire sur le livre des rois et donc n'aura pas lieu demain comme prévu, parce que ça coïnciderait avec, la date coïncide avec la journée mondiranien à la Bulac. Donc on a préféré faire sauter une séance et ce séminaire va continuer un rythme hebdomadaire, sauf congés et vacances, jusque, je crois, au 2 juin. Voilà. Par ailleurs, je donne une conférence lundi prochain sur le sujet étant « Le zoroastrisme a-t-il été une des religions de l'Asie centrale ?» La réponse est oui, pour moi, pas pour tout le monde. Alors, cette conférence, c'est un peu spécial. C'est dans le cadre d'un cycle de conférences donné à l'IESR, Institut européen de sciences des religions, qui est une émanation de la section des sciences religieuses de l'EPHE. Et ça a lieu au bâtiment actuellement occupé par l'EPHE, 190 avenue de France, pas loin, un peu avant la grande bibliothèque, à 18h30, salle de 18h30 à 20h, parce que je crois qu'il y a beaucoup de temps prévu pour la discussion, salle 123, mais, c'est payant. Il n'est absolument pas en mon pouvoir de faire admettre gratuitement mon auditoire. Il y a de la place, je crois que c'est des grandes salles, mais alors on a le choix entre s'abonner pour le cycle de conférences qui par ailleurs je crois est extrêmement intéressant. Enfin, voilà, cette année c'est sur certains nombres les religions asiatiques. Il y a eu une conférence par Samra Jarnouch déjà mardi de la semaine dernière sur une introduction au zoroastrisme. Donc on peut s'abonner au cycle des conférences et je crois que ça coûte à peu près 48 €, ou bien si on va à une conférence, ça coûte 21. Voilà, donc je fais quand même l'annonce, mais je n'en voudrais à personne de ne pas venir. Pour ce tarif-là, vous payez 3 séances de cinéma et il y a d'excellents films en ce moment à Paris. Bien, je continue donc sur la question qui a commencé à nous occuper la semaine dernière et qui va nous occuper jusqu'à en fait la fin du cours de cette année. Donc la question de la matérialisation dans le paysage archéologique de ces grands changements politiques, ethniques, sociaux, dont la première partie du cours visait à vous présenter sur la base notamment des textes. La matérialisation archéologique spectaculaire de ces changements, elle tient en principalement 2 choses. Ce sont les châteaux qui se multiplient à partir de cette époque et vont continuer à se multiplier jusqu'à la conquête arabe, et même un peu au-delà, mais quand même pas autant. Et d'autre part, la réorganisation du réseau urbain autour d'un réseau de villes petites et moyennes, contrastant avec les grandes villes léguées par l'Antiquité. En ce qui concerne donc les châteaux, j'ai donc commencé à montrer comment l'ampleur du phénomène s'était d'abord imposée à Tolstov dans les paysages du Khwarezm, puisque il n'y avait pas besoin de fouiller. Les châteaux, ils étaient là, et pour certains, ils sont toujours là. J'expliquais aussi que l'inventaire global de ces sites est quand même très très avancé dans toutes les régions, sauf du côté afghan. Pratiquement, enfin on peut dire, on n'en trouvera plus. On a repéré tous les châteaux qui avaient existé. Ça ne veut pas dire, loin de là, qu'ils ont tous été fouillés. Et ça veut dire aussi que beaucoup
ont été détruits par l'agriculture intensive dans les dernières décennies de l'époque soviétique. Bon, enfin, l'inventaire est vraiment, on peut dire qu'il est fait, et que la tâche qui s'impose à nous maintenant, c'est l'affinement des chronologies. Et là, c'est vraiment, vraiment difficile, parce qu'on n'a pas les mêmes critères fins de datation qu'on a pour le phénomène, disons, un peu plus tardif, de la multiplication des châteaux en Occident au Xe, XIe siècle. Bon, là, d'abord, on a des chartes de fondation, on en a beaucoup, enfin des chartes de fondation, disons, pas comme les monastères. On a des textes avec des mentions d'apparition de châteaux. On a peu ça pour l'Asie centrale, sauf dans des secteurs précis, comme autour de Samarcande, en liaison avec les documents sogdiens du Mont Moug, etc. On a... alors, les monnaies, comme j'expliquais, on a maintenant vraiment des chronologies très améliorées du monnayage de ces époques troublées, mais on trouve très peu de monnaies en liaison stratigraphique avec les ruines de châteaux. Et alors, enfin, bon, le fossile directeur privilégié des archéologues quand il n'y a pas de monnaie et de texte pour la datation, c'est évidemment la céramique. Mais là, la céramique, on en trouve. On en trouve même beaucoup en liaison avec les châteaux parce que les pentes extérieures des châteaux servaient de décharge. C'est pareil, c'est comme en Occident, on trouve d'énormes quantités de poteries dans les latrines, les puits, les pentes des remparts. Bon. Mais pour cette période, comme j'ai eu l'occasion déjà de le dire, la précision de nos chronologies céramiques n'est pas du tout au niveau de ce qu'elle est pour la période antique, ni au niveau de ce qu'elle sera pour la période islamique. D'une manière générale, la céramique qui va du IIe au Ve siècle est très peu innovante, très peu caractéristique, très peu innovante. Et ce qui fait qu'on arrive à une situation paradoxale où la chronologie archéologique qu'on a pour ces châteaux, et même dans une certaine mesure pour les villes nouvelles qui apparaissent à cette époque, est plus lâche que celle qu'on a par la simple histoire politique. L'histoire politique, comme on l'a vu, elle est très saccadée, il y a une invasion à peu près tous les siècles, il y a des bouleversements, bon, on arrive quand même à un certain degré de précision, et pour la céramique, comme en général, on la date, disons, à 2 siècles près, c'est pas le même maillage. Ce contraste de maillage des filets est particulièrement préjudiciable, par exemple, sur certains sites comme Samarcande. Bon, je suis bien payé pour le savoir, puisque j'y ai fouillé pendant longtemps. Penjikent. Alors, Penjikent, du point de vue archéologique, on sera amené à en reparler, est extrêmement bien connu. La moitié de la ville est fouillée. Il manque plus que les clés sur les portes. On a mis en évidence une chronologie relative vraiment fine, qui va donc. En plus, la ville n'a pas vécu très longtemps. Elle a vécu du 5e siècle au 8e siècle. Bien. Et on constate que visiblement, la ville a eu une existence agitée. On voit que les remparts, parfois, sont détruits alors qu'ils n'avaient pas été construits depuis longtemps. On a des phénomènes de déprise urbaine. On voit qu'à certains moments, ça a l'air d'être un peu la catastrophe. Les rues sont désertes. Les maisons sont abandonnées pour quelques... Bon. Donc, on a un rythme archéologique très saccadé, surtout 6e, 7e siècle, mais on ne sait pas à quoi raccrocher ces événements archéologiques qu'on saisit. Au vu de ce que nous savons et que nous avons vu dans les cours précédents, on s'attendrait à trouver dans la région de Samarcande et au-delà les traces violentes de 3 invasions principales. Donc, les Chionites vers 360, la première vague d'envahisseurs dont j'ai parlé,
les Heftalides vers 480 qui arrivent du sud, les Turcs qui arrivent en 556. Et puis en plus, nous savons que un siècle plus tard, en 640, il y a une catastrophe à Samarcande. Ça, nous le savons par les Chinois. La population de la ville a été emmenée en captivité par un souverain turc qui avait fait un raid sur la ville. Alors, donc, il est bien probable que certaines traces de destruction ou de déprises urbaines qu'on relève à Penjikent et sur d'autres sites correspondent à l'un ou l'autre de ces épisodes. Mais on ne peut avoir aucune certitude. On saisit l'occupation heptalite, la Penjikent, parce qu'on a des casernes, je serai amené à en reparler. Et pour le reste, on a d'un côté, encore une fois, un récit politique assez bien nourri, assez dense, surtout par les sources chinoises. D'un autre côté, on a un récit archéologique assez précis, mais on arrive très difficilement à faire coller les deux. Alors, arrêtons nos regards sur un premier épisode. Donc, voilà les suites. Quelle est la situation, encore une fois, du paysage archéologique au lendemain de la première invasion, l'invasion chionite de la deuxième moitié du IVe siècle, le premier épisode 1. Alors, regardons ce qui se passe vers 400. 400, ça nous dit quelque chose du point de vue occidental, c'est autour du premier sac de Rome par Alaric. Donc, voilà, que se passe-t-il en Asie centrale? Alors, ce qu'on voit, c'est que un peu partout, il semble que les grandes villes héritées de l'Antiquité se contractent. Hein. Alors ça, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Bactre, disons, Kushano-Sassanide éventuellement, faisait 400 hectares. Quand en 630 le pèlerin chinois Xuanzang la visite, il dit la ville est très grande, il donne même des dimensions qui correspondent à celles qu'ont trouvées les archéologues, mais à l'intérieur, les remparts sont largement vides. Voilà ce qu'il dit. Samarcande, là on le sait précisément, 220 hectares la ville antique, dès la fondation. Au 5e, 6e siècle, on reconstruit un rempart dans la partie nord, il n'y a plus que 60 hectares. Après, il y a une extension. Bon. Donc, ce rempart en fait, entérine a posteriori la régression urbaine qui, très probablement, avait commencé bien avant. Bien. Merv aussi, qui est une ville, la Merve antique est une ville énorme. L'intérieur des remparts n'a pas été fouillé très densément, mais enfin, on a l'impression aussi que c'était largement inoccupé. De grands secteurs étaient inoccupés au moment de la conquête arabe. Alors, ce qu'on voit aussi, enfin, nous avions vu la première année du cours, il y a 3 ans, que à l'époque Kushan se caractérisait par toujours des grandes villes héritées de la période grecque, mais aussi des nouvelles fondations de villes moyennes, un réseau très solide de villes qui font à peu près 15 hectares, 20 hectares, bien. On avait vu plusieurs cas. Kampir Tepe, c'est un cas spécial, c'est une ville de garnison, mais elle est tombée dans la rivière à un certain moment, donc son existence a été brutalement interrompue. On avait vu Dalverzin Tepe, on avait vu Dilbergin, que voilà, près de Bactre, on avait vu un peu Termez, et on avait vu Toprak Kala au Khorezm. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces villes moyennes? La belle époque, après le IVe siècle, elle est passée. Les villes ne disparaissent pas, mais visiblement elles régressent. Dans certains cas, comme à Dalverzin Tepe, Dilbergin aussi, on voit que les remparts ne sont plus entretenus. Ça, c'est pas bon signe. Parfois, au contraire,
la fonction, il ne reste plus que des remparts. Voilà, la fonction urbaine semble s'évanouir quelque peu, mais la ville subsiste comme fort. C'est ce qui se passe à Toprak-Kala, où il y a toujours une garnison, il y a une garnison dans le palais, les partis militaires restent entretenus, mais on ne voit pas très bien ce qui continue à subsister, à part la garnison. Bon. Un autre indice qui n'est de pas très bonne santé, c'est qu'une partie des périmètres urbains de l'époque antique sont réoccupés par des nécropoles, ou plutôt des nécropoles très sommaires. Hein, bon. D'une manière générale, en Asie centrale, là où il y a la nécropole, il n'y a pas la ville, où il n'y a plus la ville. La coexistence, les principes du zoroastrisme font que la promiscuité des vivants et des morts n'est pas une chose, est une chose qu'on évite. Donc on voit que quand un secteur est réoccupé en nécropole, on peut penser qu'il n'est plus habité. Alors, ces réoccupations funéraires sont signalées à Samarcande. Ce n'est pas nous qui les avons trouvées, c'est nos prédécesseurs. Dalverzin Tepe s'est signalé aussi, Toprak-Kala s'est signalé, mais le seul endroit pour lequel des relevés ont été publiés, c'est à Termez, ici, dans l'ancien monastère bouddhique de Karatepe, qui comportait des grottes pour les moines. À un certain moment, vraisemblablement, je pense 4e siècle, début 5e, donc l'époque du gros des invasions chionites, on a des charniers qui se trouvent qui occupent ces cellules. Alors on voit très bien que ce ne sont pas des corps qu'on a laissés décharner préalablement à la manière zoroastrienne en les exposant aux bêtes et en les regroupant après, comme on a parfois dans les nécropoles régulières, parce qu'on voit très bien qu'il y a des cas de continuité anatomique. Donc ce sont des corps qui ont été balancés. Voilà, ici, il y a des squelettes entiers. Balancés, mais pas n'importe comment. Il y a quand même des offrandes, et quelques vases, et parfois une pièce de monnaie dans la bouche. On trouvait ça dans les nécropoles, Kushan, préalablement. On pense que c'est peut-être un héritage de l'époque grecque, le bol de Charon. Bien. On trouve encore ça. Donc, il y a eu quand même un rituel minimum pour ces malheureux Maccabées, mais ce n'est pas le rituel habituel. Normalement, on les aurait mis dans des petits mausolées, les laisser se décomposer naturellement sans contact avec la terre, ce qui était, disons, un rituel zoroastro-compatible, ou bien, s'ils étaient bouddhiques, normalement, on les aurait brûlés, recueilli les cendres ou dispersé les cendres. Ici, donc, on est dans la réoccupation d'un sanctuaire bouddhique, mais on n'a rien fait de tout ça. Alors, l'explication qui vient à l'esprit, qui est venue à l'esprit des fouilleurs, c'est que ce sont des inhumations hâtives et massives. Voilà. Alors, en rapport avec quoi? Pas d'indice net de massacre. Alors, bon, tout ça, ça a été trouvé dans les années 60. Alors, évidemment, à cette époque, on ne faisait pas l'ADN, on ne faisait pas non plus véritablement de la paléopathologie, ce qu'on ferait aujourd'hui. Peut-être les corps n'étaient pas étudiés avec le soin avec lequel ils le sont maintenant. Enfin, il ne semble pas qu'il y ait de traces de mort violente. Alors évidemment, on pense à un épisode épidémique. Ce qui pourrait aussi peut-être expliquer certaines des réoccupations funéraires qu'on a dans les autres sites. Au Khorezm, j'ai signalé le cas de Toprak-Kala, la deuxième capitale, qui a été capitale du IIe au IVe siècle, qui devient un fort. Bon, apparemment, la vraie capitale se trouve près de la rivière, et puis là aussi, comme à Kampir Tepe, elle est tombée dans l'eau. Mais quelques villes
On sait que pour cette période, en rive gauche, on voit que certaines villes, visiblement, ont continué à exister et existeront, vont être les grandes villes de l'époque islamique, mais ça ne donne pas du tout une impression de prospérité. Ces villes semblent en partie occupées par des châteaux qui sont construits à l'intérieur. Enfin, bon, c'est pas vraiment c'est pas de l'urbanisme très vigoureux, alors que cette rive gauche du Khorezm sera une artère commerciale extraordinairement prospère à l'époque islamique. Le grand commerce entre l'Asie centrale, le monde de la steppe, le monde scandinave et Byzance passera par là. Et les villes, le développement des villes s'en ressentira. Visiblement, c'est pas du tout, dans les siècles où nous nous situons, c'est pas du tout une époque brillante. Alors, déplaçons le regard en Bactriane orientale, donc au Tokarestan oriental, côté afghan, où là, il y a eu une prospection très intense et très soigneuse et bien publiée par l'équipe donc, de Jean-Claude Gardin et Bertil Lyonnais et Pierre Jantel. Alors, ce qu'ils ont relevé, ils ne fouillaient pas, hein. Simplement ils visitaient les sites, mais comme c'était dans des zones très souvent qui n'étaient pas réoccupées du point de vue agricole, les sites se prêtaient à des informations très, très riches au simple regard. Bon. Avec de la céramique de surface très abondante qui permettait de dater rapidement, etc. La plupart des sites, notamment des petits sites urbains, de cette période qu'ils ont visités, comportaient des cendres. Donc, on voit que là aussi, il y a dû y avoir des années assez noires. Un seul village a été fouillé, une fouille très méconnue dont personne ne parle. Pourtant, ça a été bien publié. Ce village s'appelle Chakalak Tepe. Il a été fouillé par une mission japonaise. Alors, donc, évidemment, on le cite peu parce que la publication est en japonais avec un bref résumé anglais. Là, c'est vraiment intéressant. On voit que c'est un village qui, à l'époque Kushan, n'était pas fortifié et qui, à l'époque, donc qui nous concerne, reçoit un double rempart. Et il y a d'autre part 3 incendies dans la période 5e, 6e siècle. Évidemment, en raisonnant schématiquement, on dira c'est normal, 3 incendies, c'est les Chionites, c'est les Kidarites, c'est les Hephthalites, et puis c'est les Turcs. On ne peut pas être aussi précis. On voit que d'une manière générale, même si les observations statistiquement ne sont pas massives, ça a quand même l'air de, partout où on regarde, on a une impression concordante d'insécurité globale et de déclin démographique. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que c'est l'aboutissement. Donc, j'ai dit à Samarcande, à partir du 5e siècle, on entérine la situation de régression en construisant un nouveau rempart beaucoup plus petit que le rempart ancien. Et puis, j'anticipe un peu, mais on va voir que à partir du moment où, au 5e siècle, où on se remet à construire des villes, on change d'échelle. On n'est plus dans des villes qui font 100 hectares, 130 hectares à Eradoum, j'ai dit 400 hectares Bactre, 300 hectares Kalaïzal, qui pourtant ne correspond pas à un grand centre, à une grande capitale connue. Pas du tout ces dimensions qu'on avait à l'époque antique, ces énormes remparts. Quand on fonde des villes, elles font de 8 à 11 hectares. Voilà, alors c'est le cas Penjikent, le cas le mieux étudié. La première Penjikent, j'en reparlerai. Bon, il y a un premier château, un premier palais ici, qui précède le reste. Et puis, à un certain moment, on construit une ville rectangulaire. Ça s'est agrandi après, mais la voilà. Bon, elle fait 8 hectares. C'est vraiment pas grand. Et un fort à côté avec un palais et un donjon. Ce qu'on va avoir systématiquement dans les fondations urbaines de cette époque. Le fort en position dissociée ou périphérique, et avec un palais et un donjon. Penjikent, 8 hectares. Paikent, alors
il y a une citadelle héritée même de l'époque grecque. Et puis, au 5e siècle, hop, un site qui fait, je crois, 11 hectares, ici. Après, il va s'agrandir. Quelques autres sites qui n'ont pas été fouillés aussi intensivement et pour lesquels on constate la même échelle. Voilà. Donc, on voit très bien les planificateurs urbains de cette période d'après-crise, ils ont en tête des villes viables, défendables, des remparts pas trop longs, quelque chose de réaliste qui correspond à la véritable situation du pays. Donc j'ai dit Samarcande reste la ville principale de la région, mais elle n'a plus que 60 hectares, alors qu'elle en avait eu 220. Donc, ce ne sont plus les mêmes villes qu'autrefois. Ces villes du haut Moyen-Âge centra-asiatique ne remplissent plus les fonctions qu'avaient remplies les villes de l'époque antique. Alors, ces villes de l'époque antique, on les avait surtout vues la première il y a 3 ans, avec les exemples de Nisa, d'Aïkhanoum, plus tard Akshakhan Kala au Khorezm, Toprak Kala, qui est pourtant plus petit, mais enfin, elles ont en commun plusieurs choses. C'est que une grande partie de l'espace était vouée à des fonctions d'administration et je dirais de parade. Ces villes, c'est très net pour Nissa, c'est très net pour Aïkhanoum, c'est très net pour Akshakhan Kala au Khorezm. Ce sont des décors plantés par le pouvoir pour impressionner. Et d'autre part, ces villes, en dehors des temples, des palais, elles sont très peu construites. Alors, pourquoi avoir fait des enceintes aussi immenses pour des villes qui ne les remplissaient pas? Alors, était-ce un pari sur l'avenir? Ça allait se remplir de toute façon. Peut-être. Mais on peut penser à une autre explication. On y a pensé notamment pour Samarcande. Ces villes étaient en grande partie des enceintes refuges. C'est là où, en période d'insécurité, les populations agricoles des alentours allaient pouvoir se réfugier et se réfugier avec leurs troupeaux. C'est très vraisemblablement une des grandes fonctions de ces villes antiques de l'Asie centrale. Alors, donc, la question se pose, à partir du moment... oui, alors là, j'avais oublié de vous signaler, à propos d'Ilbergine, ville assez importante quand même pour l'époque antique, avec notamment assez grand, genre 60 hectares, et un faubourg vraiment bien peuplé avec des monuments somptueux. Qu'est-ce qui reste d'Ilbergine à partir du IVe siècle? Une garnison sur l'ancienne citadelle, d'ailleurs mal entretenue, et un temple qui va subsister jusque très tard, au début du 7e siècle probablement. Il n'y a plus personne dans la ville, même plus de garnison, mais il y a toujours le temple, qui avait toujours eu son propre rempart. C'est-à-dire que là, on a un cas... nos collègues soviétiques avaient tout de suite dit « ben voilà, ben c'est Moscou après l'invasion mongole, voilà, il n'y a plus de ville, mais les lieux de culte subsistent comme lieux de pèlerinage. » Et c'est vraisemblablement ce qui s'est passé à Dilbergine, et également à Dalverzine Tepe. On voit maintenant qu'un des 2 monastères bouddhiques a dû survivre à la ville. Donc voilà, ça c'est une modalité de cette régression urbaine. Alors, la question qui se pose quand on considère les nouvelles fondations urbaines beaucoup plus petites qui apparaissent à partir du 5e siècle, dans ces villes, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour les troupeaux. Il n'y a plus de place non plus pour des réfugiés. Où est-ce que vous allez les mettre?
Oui, alors des réfugiés, il y en a eu à Penjikent, mais attention, c'est ce qu'on pourrait appeler l'immigration choisie. C'est-à-dire qu'en 712, quand Samarcande est tombé entre les mains des Arabes, on a abattu un ancien rempart intérieur qui ne servait plus à rien pour construire un nouveau quartier aristocratique, avec les réfugiés riches de Samarcande. Ceux-là, on en voulait bien. Mais pour le reste, il n'y a pas de place pour mettre des troupeaux. Et d'ailleurs, on sait même que, d'une manière générale, même en temps de paix, il n'y avait pas de bêtes qui circulaient dans Penjikent, il n'y a pas de fumier, il n'y a pas de déchets, les animaux devaient stationner autour de la ville. Bien. Alors, on peut poser la question, où a été transférée dès lors la fonction de refuge pour les hommes et les troupeaux? On pourrait penser, bien, pourquoi pas, déjà dans des caravansérails. C'est ce qui se passera à l'époque islamique, en dehors des villes, dans des caravansérails fortifiés. Alors, on s'est beaucoup interrogé pour arriver à conclure qu'on n'a aucun exemple archéologique connu de caravansérail à l'époque pré-islamique en Asie centrale. Celui qui a le plus réfléchi sur la question, sur la base d'une grosse documentation, c'est Étienne de la Vessière, qui a fait un article dans un volume qu'il avait d'ailleurs dirigé, paru en 2008, Islamisation de l'Asie centrale. C'était un colloque qui s'était d'ailleurs tenu au Collège de France, et où justement il réfléchit à cette question de l'origine des caravansérails fortifiés. Il montre que, à partir de la conquête islamique, on voit apparaître ce qu'on appelle dans la littérature géographique islamique des ribats, des couvents fortifiés, qui sont destinés en partie à accueillir les razis, ceux qui vont faire les raids contre les infidèles, et puis au bout d'un certain temps, ces ribats développent une fonction d'hospitalité et évoluent en caravansérail. On voit ça à partir du 9e siècle, mais il n'y a pas ça avant. Alors, il fait une hypothèse qui est intéressante, c'est que ce qui caractérise bien la campagne, enfin on voit bien ça autour de Samarcande, pour cette époque, c'est ce qu'en russe ils appellent les tépées à 2 étages. Voilà un exemple ici. Vous avez un donjon, un petit château, et puis un petit établissement qui est un village groupé autour du donjon, comportant de grands espaces non occupés. On en voit plusieurs là. L'idée qu'il propose, c'est que ces sites auraient pu servir à ce qu'il appelle l'hospitalité aristocratique. C'est-à-dire qu'entre les grandes enceintes refuges urbaines de l'époque antique et l'apparition des caravansérails, il y aurait eu une étape intermédiaire qui aurait été l'accueil possible, la prise en charge de la protection des populations et des troupeaux par des seigneurs locaux qui avaient la possibilité, dans leur domaine, d'abriter ces populations dans des enceintes, ainsi que les troupeaux. On n'a aucun texte qui nous parle de ça. C'est un raisonnement purement archéologique, mais qui est assez séduisant. Alors, ces multiples sites à 2 étages, enfin, c'est une situation un peu paradoxale. Quand on se promène autour de Samarcande aujourd'hui, même en considérant que beaucoup de sites ont été rasés, détruits sous les labours, on les voit partout. Partout. Ce qu'on appelle le TP sogdien à 2 étages, donc donjon et village au pied avec zones non construites, on les voit absolument partout. Mais dans les publications, on les voit très peu. Parce que ce que les archéologues ont fouillé, c'est les donjons. C'est là où on pouvait attendre, évidemment, le matériel le plus intéressant, éventuellement des peintures. Voilà.
on a fouillé les donjons, on n'a pas fouillé autour. Donc souvent, on voit dans les publications, ils ont publié les donjons, très bien, mais on ne comprend pas en regardant les plans, on le comprend en lisant les textes, qu'autour, il y avait très souvent une enceinte, voilà, pouvant servir de refuge aux populations avoisinantes. Et en fait, pour trouver une planche un peu représentative, j'ai dû aller chercher dans une série, des publications, les publications de la série Archeologia SSSR, Archéologie de l'URSS, qui a commencé dans les années, une collection qui a commencé dans les années 80, qui s'est poursuivie après la chute de l'URSS. Alors, ils ont été embêtés pour trouver un titre parce qu'ils ne pouvaient plus appeler ça Archéologie de l'URSS, mais on n'allait pas non plus appeler ça Archéologie de la Russie, puisqu'il y avait des volumes consacrés aux anciennes républiques d'Asie centrale. Alors, plutôt que de mettre Archéologie de l'ex-URSS, qui aurait été un petit peu comment dirais-je, mortificateur, ils ont appelé ça Archéologie tout court. Voilà, c'est la série qui s'appelle maintenant Archéologie. Et ce qui est très intéressant dans cette série, c'est que ces ouvrages n'ont pas de prétention à être des albums d'art. Ça donne le matériel archéologique pour chaque région, chaque période, rangé avec, étudié chronologiquement, inventaire, c'est extrêmement ennuyeux à lire, mais c'est vraiment là où on trouve l'information, ce qu'on a trouvé, la dimension des sites, etc., et des planches où tout ça se trouve en rang de nion. Voilà, tous les plans qu'ils pouvaient avoir sous la main, et ça j'en ai pris donc une seule page, de sites fortifiés de la région de Samarcande, hop, on balance tout ça sur une planche. Et puis alors il y a parfois aussi planches de matériel artistique représentatif. Mais alors c'est des toutes petites photos, pas bien tirées, mais bon, ça permet de, en feuilletant, d'avoir tout de suite l'idée du faciès culturel de telle ou telle zone à telle ou telle période. C'est là où j'ai trouvé ces plans de petits sites à 2 étages qui, selon l'hypothèse d'Étienne de la Vessière, auraient rempli la fonction de site d'accueil, de site de refuge pendant cette période. Alors, on va en venir maintenant à la question question qui a beaucoup occupé les esprits des archéologues soviétiques, le contexte social qui a sous-tendu, ou du moins accompagné, ce phénomène de généralisation des châteaux. Alors évidemment, pour ça, ils avaient un mot dans le vocabulaire marxiste qu'ils ont utilisé, qu'ils utilisent encore, c'est la féodalisation. Cette période, donc au IIIe, IVe siècle, on passerait de la période esclavagiste, on dit maintenant antique, mais on ne change pas les limites des périodes. Période esclavagiste, alors, bon, ça va très bien, justement, les grands canaux, les sites énormes, ces villes gigantesques qui ont demandé une énorme main-d'œuvre, etc. On voyait, nos prédécesseurs soviétiques raisonnaient comme les premiers archéologues de l'Égypte. Évidemment, on est dans les 10 commandements, le film, on voit des masses d'esclaves qui sulburnoussent pour construire tout ça. Il se trouve que maintenant, même les égyptologues sur leur propre terrain sont en train de revenir là-dessus et de dire que la main-d'œuvre salariée a vraisemblablement joué le rôle essentiel dans la construction des grands monuments de l'Égypte. Bien. Voilà, on passerait donc avec la perturbation considérable de la structure sociale, en partie liée au choc des invasions, on passerait à une fragmentation du pouvoir et l'émergence de ces sites fortifiés qui sont en même temps un peu villageois et de ces donjons isolés. Bon, tout n'est certainement pas faux dans cette façon de voir les choses, je le dis tout de suite. Il faut évidemment tâcher d'apporter des nuances.
c'est donc ce premier qui a formulé l'idée de la crise de la société esclavagiste au IVe siècle, c'est comme toujours Tolstoï, hein, et il considère que ça a été le moteur essentiel de la réorganisation de l'habitat, plutôt de l'habitat fortifié, plutôt qu'un autre modèle explicatif qu'on peut être tenté d'invoquer, qui est une évolution technique, technologique, des techniques militaires, des techniques de siège, etc. Pour lui, cette évolution militaire est difficile à démontrer. Certains archéologues ne sont pas du même avis que lui maintenant. Alors, il attire l'attention sur un phénomène intéressant, c'est au Khorezm, la réorganisation du système des lieux, des ensembles fortifiés par rapport au système des canaux. Alors voilà, j'emprunte, c'est dommage, on a un peu trop de lumière là. J'emprunte cette carte synthétique au dernier grand ouvrage de Tolstoï, Les anciens deltas de l'Oxus et du Yaxart, paru en 61. Bon, dans le détail, c'est très très dépassé, mais il se trouve que pour avoir les cartes d'ensemble diachroniques de la région, ça reste le recours indispensable. Alors, je vous dis très schématiquement, l'Antiquité, c'est en rouge. Le nomade, c'est en brun. Et le Haut Moyen-Âge, c'est en vert. Et alors, les petits carrés là, avec des petites tours, ça indique les châteaux, les petites villes fortifiées. Et on voit tout de suite un changement dans la localisation de ces systèmes fortifiés. À l'époque antique, en rouge, les châteaux, on les voit surtout en périphérie. Ils sont en périphérie des déserts. Ils sont sur la queue des canaux. Et on voit ça très bien. On voit ça à l'échelle globale du Khorezm. Ici, vous avez une espèce de bouclier de sites qui monte la garde contre le désert du Kizilkoum, qui est à l'est et au nord. Voilà un zoom sur cette zone particulièrement bien étudiée par l'équipe de Tolstoï. Tac, 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 tac. Vous voyez cette couronne de sites fortifiés autour du Khorezm. Donc là, on a une politique de défense qui paraît gérée au niveau étatique. Il y a une pensée globale de la défense du pays par rapport à la menace nomade potentielle. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, malheureusement, là, c'est un peu hors champ, mais on voit très bien une ligne de château encore ici. Qu'est-ce qui se passe au Moyen-Âge quand, indiqué par la couleur verte, ces sites fortifiés, on les voit en amont, là, plutôt. Bon, le phénomène le changement n'est pas total, mais les châteaux, on les repère à l'origine, aux embranchements des canaux, sur la tête des canaux ou aux endroits où les canaux se divisent. Ça indiquerait, selon Tolstoï, et c'est quand même une idée vraiment très intéressante, un changement de la fonction sociale de ces châteaux. À l'époque antique, comme je l'ai dit, on a une gestion centralisée à l'échelle du pays de la mise en défense globale des terres irriguées du Khorezm. À l'époque, à partir du 5e siècle, 6e, 7e, on a une appropriation, une fragmentation de l'appropriation des ressources. C'est-à-dire que les gens se mettent à construire, ceux qui construisent les châteaux, ce ne sont plus les rois du Khorezm ou leurs représentants, ce sont les seigneurs maîtres des canaux. Et chacun veut mettre son château à l'endroit où le canot démarre, parce que c'est la source de leur pouvoir. Si vous n'êtes pas content, je ferme le robinet. Bien. Et ça pourrait tout à fait expliquer cette migration des sites fortifiés à l'amont des systèmes de canaux. Nous observons autour de Samarcande, avec Claude Rapin, nous avons observé le même phénomène,
je vous montrerai des images à une autre occasion, d'apparition de ces châteaux aux embranchements des principaux canaux. Nos observations sont moins massives que celles faites par l'équipe de Tolstov, mais on voit, on est orienté vers la même explication. Au 7e, 8e siècle, probablement un peu avant, cette évolution, qu'on va dire entre guillemets féodale, se parachève par l'apparition et le développement sur un très grand nombre de sites de donjons qui ont vraiment un grand air de famille entre eux, du nord au sud de l'Asie centrale. Et c'est ce que, et le terme technique employé par nos collègues archéologues pour ce type de donjon, c'est kiosk. Kiosk, c'est un mot passé en russe qui vient du turc kiosque. Et en fait, d'où vient ce mot? On peut dire c'est véritablement comme ça que ça s'appelait à l'époque. C'est le vieux mot persan kushk, qui vient de kaojda, tour. Kushk est un mot iranien bien attesté en Pélévi et aussi, je crois, en persan, qui désigne un petit ensemble, un petit château compact juché sur une hauteur. Alors, le sens ensuite a évolué parce que ce qui s'est imposé, c'est la notion du pavillon pseudo-militaire dans le jardin de plaisance. Et ça finit par le kiosque à musiciens des squares chez nous. Mais au départ, c'est ça. Alors, tout ça, ce sont des kiosques. Bon. Voilà, donc, les dessins de Tolstov faits à l'époque où tout ce paysage était complètement intact. Voilà les châteaux isolés. Voilà les demeures rurales avec donjons, partout, plans sommaires et dessins, vues cavalières. Tout ça s'en fouille pratiquement. Ils avaient qu'à se promener avec leurs crayons et leurs papiers. Voilà, ça ce sont les domaines ruraux sans donjons, mais quand même avec un mur autour. Alors, ces châteaux, ces kiosques du Khorezm, il en subsiste beaucoup moins maintenant, il subsiste surtout aux endroits élevés, parce qu'en plaine, tout ça a été très largement détruit par la remise en irrigation à l'époque stalinienne, mais surtout beaucoup à l'époque Brejnev. Voilà, le monument emblématique, c'est Ayaskala, probablement le plus beau, c'est celui que tous les touristes vont voir. Il y a d'ailleurs un sympathique campement de yourtes au pied, si on veut voir le lever du soleil, je recommande tout à fait. Voilà, c'est vraiment l'image de ce qu'était. Alors, il faut savoir qu'il est sur une hauteur naturelle, mais très, très renforcée par des accumulations de terre, réutilisant, c'est le cas très souvent pour ces petits kiosques, des établissements qui existaient déjà sur l'éminence, établissements comblés ou reconvertis en cave, en couloir. C'est le cas ici. Dans le corps de la forteresse, vous avez tout un système de couloirs, probablement hérité d'une époque antérieure, et puis un couronnement par-dessus tout ça. Un bel exemple, toujours au Khorezm, c'est Berkut Kala. Vous avez donc ici un établissement qui est considéré comme, il est considéré comme urbain. C'est en tout cas le site principal, le site fortifié principal de cette oasis qui est sur une branche de canal sur la rive droite du Khorezm, où vous voyez tout, c'était complètement intact quand ils ont étudié ça. Visiblement, ça s'est fait en plusieurs phases. Et ici, vous avez la citadelle, plus fortifiée que le reste de la ville, et ici un kiosque qu'on voit ici, juché sur une plateforme.
et avec couverture en coupole, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, on a des éléments de pouvoir concentrés à la citadelle. Une grande partie de l'intérieur de la citadelle est occupée par un bassin, donc stockage de l'eau. Et ici, il devait y avoir un palais, comme ce qu'on a vu à Penjiken, la dualité donjon-palais. Il devait y avoir un palais, mais il n'a pas été fouillé. Donc ce qui reste, qui permet d'inférer l'existence du palais, c'est un escalier monumental ici. Il devait y avoir un palais là. Et ici, le kiosque donjon. Et dans un angle, une grande pièce très profonde, au mur complètement aveugle. Alors là, il y a une petite anecdote intéressante, c'est que quand ça a d'abord été étudié par la mission Tolstov, à quoi a-t-on identifié cette pièce aveugle très profonde dans l'angle du donjon? À des oubliettes. Parce qu'évidemment, dans le schéma féodal, il ne pouvait y avoir que des oubliettes dans un château. Et c'est réinterprété maintenant comme une réserve à grains. Ce qui est amusant, c'est qu'on a exactement la même mutation intellectuelle dans l'interprétation de nos bons vieux châteaux français. Il y a 30 ans, il y a longtemps, les guides de beaucoup de châteaux vous montraient les oubliettes. Bien. Aujourd'hui, on nous explique que ce sont des latrines ou des silos à grains. Il y avait le cas qui m'avait été raconté par quelqu'un qui a beaucoup fait pour la popularisation de l'archéologie en France, qui était Henri Polédou, quelqu'un qui est un homme extraordinaire il avait fait une série d'émissions à la télévision dans les années fin des années 60, Château fantastique, dont il a tiré aussi une série de livres. Ça n'a jamais été refait, c'était absolument remarquable. Et il expliquait que ça lui arrivait de visiter un château et le guide montrait les oubliettes. Et d'où lui disait, vous savez très bien que ce sont les latrines, ce n'est pas les oubliettes. Et le guide répondait, oui, mais quand je dis ça, mes pourboires baissent de moitié. Donc, on a eu les mêmes égarements, inspirés par les mêmes stéréotypes à propos de ces monuments. Alors, je ne peux pas ne pas citer le commentaire que fait donc Elena Nerazic, qui est vraiment l'archéologue qui, pendant toute sa vie, a étudié cette oasis et d'autres encore, et qui a publié il y a 2 ans une magnifique synthèse sur le peuplement au sud de la zone pré-aralienne, au Moyen-Âge. C'est absolument remarquable. Le seul problème, c'est que l'illustration a été un peu massacrée au tirage et que donc on est obligé d'aller chercher les planches dans ses plus anciennes publications. Alors à propos de ce château, de ce kiosque de Berkut-Kala, elle dit « À en juger par sa situation, le silo se trouvait entre les mains du seigneur et de ses proches. À la citadelle se trouvaient aussi concentrées les réserves d'eau en cas de siège. L'autorité dure du grand seigneur rural saute aux yeux. » Et pour grand seigneur rural, elle emploie un mot russe d'origine persane, derkan. Derkan, qui est le mot persan, qui signifie des villages, khan, seigneur, qui est le seigneur de village. Alors, cette multiplication donc, des châteaux et des donjons a été relevée partout en Asie centrale. Alors là, ça reste bien conservé, en fait actuellement peut-être mieux qu'au Khorezm. Ah oui, voilà un autre de ces... Oui, ça reste un autre château, Ouikala, au Khorezm. Vous voyez, pareil, une enceinte fortifiée. Là, on ne peut pas parler de site urbain. Probablement, il devait y avoir un palais quelque part. Et ici, le kiosque. Et quelque chose dont je vais être amené à parler aujourd'hui ou la prochaine fois, c'est le caractère extrêmement ostentatoire de cette architecture militaire.
ils ont voulu que ça fasse joli et surtout que ça fasse impressionnant. Et donc, on a ce qu'on appelle les murs animés par des gaufrures. Ces espèces de ces saillants qui militairement ne servent à rien. Hein. Ça fait de magnifiques jeux de lumière. C'était une espèce de... C'était de l'ordre du symbolique. Ça veut dire, ici, on est chez le Seigneur. Ça a été... on a beaucoup de ces châteaux qui subsistent autour de Merv, dans l'Asie de Merv, où là... certains remontent à l'époque que j'ai indiquée. Bon, tous ces monuments, comme je l'ai dit, sont très très difficiles à dater. Enfin, bon, entre le 5e siècle et le 8e siècle, on est souvent très démunis pour proposer des dates. Mais ce qui est intéressant à Merv, c'est qu'ils ont été systématiquement inventoriés et publiés par la mission anglaise, qui a travaillé dans les années 80, dirigée par Georgina Herrmann. Monuments of Merv, Scans, Archives or Photographs on Plans. Ils ont repris toute la documentation photographique énorme, donc y compris pour des monuments maintenant disparus de l'époque soviétique, et il y en a des pages et des pages et des pages. Et chaque château fait l'objet d'une photo, d'un plan quand il existe, d'une petite fiche signalétique, d'éléments de datation quand on les a. C'est du matériau brut, extraordinaire pour l'étude. Alors, vous voyez quelque chose sur lequel je vais être amené à revenir, la sophistication de ces architectures. Ces voûtes, paraboliques dites en tranches inclinées, en briques crues, qui tiennent encore aujourd'hui. Ces corridors extrêmement hauts avec des coupoles, sur trompe, ce n'est pas de l'architecture empirique, ça. Il y a des architectes derrière ça qui savaient calculer les poussées. Bien. L'exemple emblématique, il est près de Merv, c'est Keskala, avec, là, exemple superbe de ces parements dits engauffrures. Et là, c'est tellement bien conservé, on voit encore que le saillant s'appuie sur un jeu de briques de forme triangulaire avec la pointe en bas, vous voyez. Alors ça va se retrouver après beaucoup dans l'architecture islamique d'Iran et d'Asie centrale. Mais les prémices, ce sont ces châteaux très ostentatoires qui se multiplient à ces époques. D'autres exemples, alors ce sont des exemples un peu exceptionnels, les deux exemples que je vais montrer maintenant, parce que ce sont en fait des châteaux royaux. Vararsha était la résidence hors les murs du roi de Boukhara, et Kafir-Kala était la résidence hors les murs du roi de Samarcande. Alors, voilà, en haut, c'est Kafir-Kala. En fait. Donc, en bas, c'est Vararsha, une restitution, mais fidèle. C'est un site qu'on visite encore, en lisière nord-ouest de l'oasis de Boukhara, remontant probablement, dirons peut-être 6e siècle, avec un palais en contrebas et un donjon, avec cette extraordinaire architecture à gaufrures. Vous voyez là encore un socle très puissant qui probablement recouvre un établissement plus ancien. Une pente qui ici est montrée comme parmentée, elle n'était peut-être pas, entre ces saillants, ces demi-colonnes, des trompes. On ne voit pas très bien comment ça pouvait contribuer à la solidité structurelle de l'ensemble. C'est très vraisemblablement surtout du spectaculaire. Et un site, donc près de Samarcande, un site qui apparaît un peu comme le jumeau de Vararsha, mais bon, moins bien conservé, Kafir-Kala, avec ici la citadelle, un fossé, une petite ville,
Voilà, on voit encore avec un effort ici les gaufres. Vous voyez les gaufrures, c'est le même type de décor très ostentatoire. Alors, Kafir-Kala est maintenant, enfin, ces deux sites, Valarcha et Kafir-Kala, ont fourni du matériel qui montre vraiment leur fonction royale. Enfin, ce n'est pas ce qu'on trouve dans tout venant des châteaux. Valarcha, d'extraordinaires peintures murales, ce sont d'ailleurs les premières peintures murales sogdiennes retrouvées par l'archéologie, puisque c'est dès l'immédiate avant-guerre par le grand archéologue Chichkin, et ça avait été très très bien publié pour l'époque. Je vous mets dans la confidence, peut-être, enfin, nous espérons dans 2 ans avoir une exposition au Louvre sur l'archéologie de l'Ouzbékistan où nous ferons venir des peintures de Valarcha. Voilà. Nous espérons. Et Kafir-Kala, on n'y a pas retrouvé de peinture. Peut-être c'était dans un palais qui était ailleurs, mais ce qu'on y a retrouvé ces dernières années, ce sont des bulles, des sceaux, des scellements d'archives. Une quantité énorme de sceaux, parfois ramenés visiblement de Bactriane, probablement à l'occasion de l'unification par les Kidarites. J'en ai montré un d'ailleurs il y a 2 ou 3 séances, avec le sceau du roi Kidarite de Samarcande au 5e siècle. Il vient de là. Enfin, le message a été envoyé de là et le sceau a été retrouvé en Inde. Mais ça venait de là. Malheureusement, on n'a pas retrouvé, on probablement ne retrouvera pas, les documents que scellaient ces sceaux. Probablement ont-ils été volontairement brûlés au moment de la conquête arabe pour éviter que ça ne tombe entre les mains de l'envahisseur. C'est l'hypothèse des fouilleurs. Vous voyez donc les exemples les plus distingués de ces châteaux-donjons qui se multiplient. Et bon, la prochaine fois, je vous parlerai d'autres régions où c'est étudié, mais il faut bien savoir que c'est un phénomène qui se généralise et qui s'uniformise. L'aspect de ces châteaux, que vous soyez près de Bamiyan, que vous soyez au Khorezm, c'est le même et les détails techniques sont les mêmes aussi. Visiblement, il y avait des équipes itinérantes de constructeurs de châteaux il y a probablement aussi, dans certains cas, les commanditaires aristocratiques étaient-ils eux-mêmes mobiles. On a maintenant des indices qui se multiplient de carrières de grands seigneurs qui commencent dans une région d'Asie centrale, qui continuent dans une autre. Donc ces gens-là, chassés de leur possession native, avaient visiblement une grande capacité à retrouver un emploi très vite. Voilà, donc on en parlera la prochaine fois. Je vous remercie.